RCN. Le son de la différence. Hey, salut tout le monde, bonjour, vous êtes bienvenus sur Grand Écran, l'émission cinéma. Et comme vous pouvez l'entendre avec ce générique du début, comme d'habitude, le bon vieux thème de Rocky. Et on va donc revenir sur la revue critique de ce mois-ci. Et j'ai Elias avec moi, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Ouais, t'es contente d'être venue pour parler de chefs-d'œuvre qu'on va... Toujours. Parce que là, c'est vrai qu'il... C'est un peu gratiné encore en termes de mois de septembre. J'avoue. On va quand même commencer par les sorties numériques pour commencer l'émission. Et ben du coup, je vais débuter avec le film d'Antoine Fuqua qui est sorti le 1er octobre. Alors c'est vrai que là, je divague un peu parce que finalement c'est les revues critiques de septembre, mais c'est le 1er octobre, donc lâchez-moi la grappe. C'est le film The Guilty sorti sur Netflix. Et ben en fait c'est le remake. Si le titre vous rappelle quelque chose, c'est le remake en fait d'un film scandinave sorti en 2018. Alors l'histoire c'est quoi ? C'est celle dans un centre d'appel d'urgence du 911, donc à Los Angeles. Une femme victime d'un kidnapping contacte la police, qui contacte la police par téléphone et la ligne est coupée brutalement. Donc pour le retrouver, en fait, le policier Joe Baylor, donc interprété par Jake Gyllenhaal, ne peut compter que sur son intuition, son imagination et bien évidemment son téléphone. Donc comme je l'ai dit, c'est un remake du film de Gustav Mahler. Le film conserve vraiment l'histoire originale, tout en se perdant et donnant un peu plus de background aussi au personnage principal interprété donc par Jake Gyllenhaal, qui est d'ailleurs excellent, qui est très bon, c'est un très bon acteur et je trouve qu'il le représente encore très très bien à travers ce film. Alors la mise en scène respecte le cahier des charges pour le coup, parce que finalement, comme je l'ai dit via le synopsis, donc c'est une histoire que l'on voit à travers un policier qui s'occupe des lignes d'écoute d'appel d'urgence. Donc forcément, c'est un huis clos. On a quelques bribes d'images quand même qui viennent en extérieur, mais c'est vraiment un huis clos, donc on ressent vraiment toute la détresse, l'émotion à travers ce personnage, qui lui a forcément, via le background qui est très développé quand même, des complications à travers celui-ci. C'est vraiment un cahier des charges que l'on peut dire respecté. Pour le coup, ça reste efficace. Mais je trouve que malheureusement, comme je l'ai dit avant, c'est un remake. Et en matière de remake, je trouve qu'en fait, il n'apporte absolument pas grand-chose. Donc c'est le principe même du remake hollywoodien. C'est-à-dire, on refait la même chose, on le met à l'international et basta. Il y a un petit peu de personnalité supplémentaire, je trouve, dans ce film. Via le contexte, on voit qu'il y a des feux de forêt en Californie, que c'est la complication avec les appels téléphoniques avec la police. On voit forcément la gestion des émotions, on va dire, un peu plus différente entre, on va dire, la culture américaine et forcément la culture scandinave, qui n'est pas du tout la même. Mais à part ça, vraiment, Fuqua, il a... d'ailleurs, c'est plutôt un gros big up aussi au scénariste, parce que c'est Nick Pozzolito qui a donc écrit notamment les True Detective, qui est le showrunner de True Detective, qui a, je dis en gros guillemets, donc écrit le scénario, parce que finalement il a quand même repris énormément sur le matériel de base. Donc voilà, c'est à voir si vous avez seulement pas vu l'original, mais en aucun cas il vous apportera grand chose si vous connaissez déjà le film de base. J'ai vu le film original. Je Voilà. trouvais qu'il était assez intéressant, mais je trouve juste que la fin était un peu abrupte. Oui, bah le film repose à peu près sur le même système en fait. Forcément, c'est très compliqué d'avoir une conclusion haletante quand on reste toujours la caméra face, on va dire, un intervenant qui n'est juste là en fait que pour donner des indications, transférer. Donc c'est très compliqué pour lui. Je trouve qu'en fait, c'est pour ça que tout le background sur
ce qu'a fait le personnage de Jake Gyllenhaal auparavant, qui va lui compliquer la tâche, qui va lui donner d'énormes remords, qui va forcément aussi ouvrir son cœur par rapport à l'autre personnage de l'autre côté du téléphone. Donc c'est vrai que ça donne peut-être un peu plus de profondeur, mais ça reste toujours très abrupt en fait. Voilà, tout simplement. Écoute, on va passer donc à Jolt de Tanya Wexler que tu as vu et qui est sorti non pas sur Netflix mais sur Amazon. Oui, alors c'est une comédie d'action avec Kate Beckinsale, qu'on connaît tous grâce à Underworld. Hein. Ça commence bien. Je ne pense pas l'avoir vue ailleurs. Alors c'est l'histoire d'une adulte qui souffre d'un trouble mental, le trouble explosif intermittent. Donc elle est incapable de contrôler sa colère et ça l'amène à être violente ou meurtrière depuis sa plus jeune enfance en fait. J'ai retrouvé un autre film avec Kate Beckinsale, c'est Pearl Harbor. Je ne l'ai de pas Michael vu. Bay. Je ne l'ai pas vu. Je suis pas un grand fan de Michael Bay, malheureusement. Du coup, l'histoire, ça va être qu'en fait, elle est séduite par un homme. Et en fait, en une journée, elle est convaincue d'être amoureuse par ce type qui meurt au bout de la journée, en fait. C'est assez basique. Et en fait, elle décide de le venger, de retrouver les malfaiteurs. Et il n'y a rien de plus, en fait. Il n'y a rien, quoi. C'est très vide. On va dire c'est une histoire de vengeance très plate, en fait. Oui, ça reste une comédie, il y a des moments un petit peu fun, il y a une course-poursuite qui... T'as l'impression que ça dure pratiquement tout le long du film. Je me suis endormie pendant ce film, heureusement que c'était pas au cinéma. J'ai pu le remettre. Non, il y a aussi une scène, pour le coup, qui m'a rappelé Double Team, où il y a des lancers de bébés. Ah oui, voilà. Oui, ok, d'accord, je comprends pourquoi tu voulais te référencer à Double Team, oui. Exactement. Ouais, voilà. Mais il y a un très beau lancer de bébé dans Double Team quand même. Oui, mais c'est ridicule, ce film est ridicule, je suis désolée. Il y a quelques décors assez intéressants, il y a plusieurs scènes avec des décorations de taxidermie que je trouve très jolies. D'accord. Avec des fans albinos. Enfin, les décors sont pour les décors chez l'antagoniste, j'ai envie de dire. Il y a que ça. Oui, il faut montrer qu'il est méchant, donc il a des trucs de taxidermie, voilà. Voilà, il mange du homard au bout d'une table en verre. Tout est décoré de noir avec ces taxidermies, enfin ces animaux empaillés rares, tout ça. C'est très joli, tu vois, mais c'est 10 minutes de film tout cassé, tu vois. Et le reste. Non, en plus, on sent que le film est souhaité, peut-être qu'à la base c'était pour faire une petite série ou quelque chose comme ça, parce qu'à la fin on arrive il y a un personnage un peu la représentation de l'homme en noir, j'ai envie de dire, qui dit oui, alors ton histoire va continuer, il faut que tu viennes travailler avec nous. Bon, c'est pas l'homme en noir, hein, c'est Suzanne Sarandon. Ouh la vache, d'accord. Mais oui, pour moi ça fonctionne pas parce que déjà, j'ai rien contre les Kate Beckinsale en soi, mais j'ai l'impression qu'elle est trop âgée pour le rôle. Et en fait, elle a une forme de naïveté. Tout son personnage est extrêmement naïf et tellement dur en fait avec les autres. Ça ne marche pas. Ouais, elle est encore bloquée dans les années 2000, quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. Non, et puis elle a une telle couche de fond de teint, tous les gros plans font mal aux yeux, quoi. La pauvre. Voilà. Mais c'est ça l'âge. Bon, du coup, on va passer à une autre chose. En parlant d'âge, tiens, je vais faire une autre transition. Schumacher, le documentaire de Hans Bruno, Camerton, Vanessa Nocker et Michael Wesch. Donc, 3 réalisateurs pour faire un documentaire. J'ai rarement vu un documentaire aussi plat d'ailleurs, parce que finalement, c'est le portrait sensible et critique du septuple champion du monde de Formule 1. Donc voilà. Mais c'est vraiment un docu en demi-teinte, je trouve. Ça démarre convenablement, ça n'hésite pas d'ailleurs à revenir quand même sur ces frasques sportives à cette époque-là, au début des années 90 jusqu'à mi-90, 97. Mais finalement, le reste en fait reste terriblement pauvre pour vouloir suivre un documentaire sur l'un des personnages quand même qui aurait pu être beaucoup plus intéressant, je trouve. Mais en fait, c'est peut-être l'un des problèmes aussi à travers ce documentaire, c'est je trouve que ça ne revient jamais véritablement sur la personnalité du personnage qu'aurait pu être Schumacher. Ou alors peut-être que c'est un documentaire beaucoup trop gentil. D'ailleurs, il a été autorisé par sa famille avec beaucoup d'images d'archives familiales et compagnie. Peut-être qu'ils ont eu un trop une mise en page un peu trop volontaire là-dessus, peut-être une matière à mettre
à vouloir censurer, je sais pas, ça me paraît très compliqué, je sais pas comment ça s'est déroulé le système de production de ce documentaire. Toujours est-il que je trouve qu'en fait il aurait peut-être valu donner un petit peu plus d'aspect peut-être fictionnel, de donner vraiment un terrain un petit peu plus pentu à l'histoire, par exemple peut-être une rivalité qu'aurait fait Schumacher, plus que revenir sur la totalité de sa carrière, parce que finalement en fait tout ce qui se déroule, on va dire dès son arrivée à Ferrari, c'est quasiment terminé en 5 minutes dans le documentaire, et après on revient sur sa fameuse son retour, après sur son tragique accident de ski, et je trouve que finalement c'est comme s'il y avait pas grand chose à expliquer en fait, et moi je trouve ça vraiment dommageable en fait pour un documentaire qui veut retracer toute une carrière. Je pense qu'il aurait vraiment fallu peut-être revenir sur un aspect beaucoup plus intéressant, voire peut-être passionnel, un petit peu plus peut-être un petit peu plus passionné en fait envers les peut-être les fans de Formule 1, genre prendre une saison particulière où il y a eu beaucoup de rebondissements, ça donne toujours du crédit, ça donne toujours une envie, ça donne toujours du suspense. On le voit que d'ailleurs en termes de fiction, il y a pas mal de films qui reviennent sur les histoires de Formule 1 ou de courses automobiles. On a eu il y a quelques années Rush de Ron Howard, on a eu aussi il y a 2-3 ans Le Mans 66 de James Mangold. Là, je trouve qu'en fait le documentaire, il a un manque à gagner crucial dans celui-ci. C'est vraiment donner une aura au personnage principal. Et je trouve qu'en fait, il le respecte tellement qu'il ne va jamais trifouiller vraiment dans les bas-fonds. Et si on veut le comparer avec un documentaire sur un sportif qui a également été une légende dans le monde du sport automobile, il y a eu un excellent documentaire qui a été fait par Asif Kapadia sur Senna, qui est véritablement vraiment exceptionnel. Je trouve qu'il a été mené d'une vraie qualité de mise en scène à travers l'écriture. Alors certes, forcément, il y a des passages que l'on peut, pour un documentaire, se poser les questions sur oui, bon, c'est pas vraiment ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je trouve qu'en fait, un documentaire, ça doit raconter aussi une histoire. Ça doit donner de l'intérêt. Et c'est l'un des problèmes de ce documentaire, en fait, c'est qu'il ne donne véritablement aucun intérêt. Voilà. C'était mon petit, pas un coup de gueule, mais c'est vrai que c'est dommageable. Je trouve que d'ailleurs le seul moment intéressant, c'est celle avec son fils Mick Schumacher qui parle à la fin, et à part ça, il n'y a pas grand chose à véritablement signaler. Voilà. Je vais donc terminer cette première partie avec la dernière revue critique. Sortie vidéo, donc d'ailleurs oui, Schumacher, c'est un documentaire Netflix, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, encore un documentaire Netflix plat. Là, cette fois-ci, je vais quand même parler d'un film que l'on a déjà parlé auparavant, la saison précédente, il y a 2 saisons même. Oui, on est déjà en 2021, donc c'était en 2020. On l'a vu à Gérardmer en 2020, c'était Saint-Maud de Rose Glace, qui a eu le prix en plus de Gérardmer à cette époque-là. On en avait parlé en long, en large et en travers sur l'émission il y a 2 ans avec notamment Sébastien, Jérôme, Charlotte et Fabien. Et c'est vrai que je vais revenir un peu vite fait quand même sur ce film, parce que finalement, il a eu un destin un peu tragique dans nos sorties salles, car ce film avait donc été racheté par Diafana. Diafana devait le sortir en juin 2020. Il y a eu le Covid, on le sait très bien. Puis il a été reprogrammé en novembre 2020. Et puis finalement, il a été revendu par Canal+, qui vient seulement de le sortir sur leur plateforme. Alors l'histoire, c'est quoi ? C'est celle de Maud, une infirmière à domicile, qui s'installe chez Amanda, une ancienne danseuse fragilisée par la maladie, qui la maintient cloîtrée en fait dans son immense maison. Et Amanda en fait est d'abord intriguée par cette étrange et jeune femme très intrigante et très croyante. Et Maud, quant à elle, elle est fascinée par sa patiente. Alors c'est un premier film extrêmement maîtrisé, peut-être une réal très soignée, peut-être un peu classique dans sa forme, mais ce qui permet en fait de laisser cours à une actrice, Morphy Clark, qui est une actrice d'origine, je crois, galloise, si mes souvenirs sont bons, qui est absolument exceptionnelle pour ce rôle, qui tient vraiment le film de bout en bout. Et c'est vraiment un film qui non seulement va forcément revenir sur ce qu'on en avait parlé notamment à Gérardmer à cette édition-là, est-ce qu'il y avait beaucoup de thématiques sur l'encadrement religieux, le fanatisme et compagnie. C'est également aussi un film quand même porté, parce que c'est un film en fait où la folie en fait religieuse d'une personne va la plonger totalement dans une folie tout court en fait, c'est plus ou moins ça quoi. Et c'est vraiment un film porté aussi également, il faut pas l'oublier, sur la solitude, sur l'enfermement psychologique. Je trouve que c'est un film
terriblement important. C'est vraiment extrêmement dommageable de le voir sorti uniquement sur Canal+ et non pas en salle. Voilà. C'était un peu mon coup de gueule, mon véritable coup de gueule, mais c'est vrai que c'est dommageable. Après, est-ce que l'on doit vraiment, ça me permet de revenir en fait sur le fait de est-ce qu'on doit vraiment critiquer Diafana de l'avoir revendu à Canal comme ça, je ne sais pas, mais bon, on vit une période plutôt très compliquée. C'est vrai que les sorties salles, je trouve que ça pose extrêmement un gros problème. D'ailleurs, on le voit encore que The Green Knight, le film de A24, n'aura pas de sortie en salle en France, alors qu'il est sorti en Belgique, il est sorti dans d'autres d'autres pays. juste retardé. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce et aucun distributeur ne l'a acheté. Les distributeurs, d'ailleurs, l'ont dit, ils trouvent que le film coûte trop cher par rapport à ce qu'ils prévoient en termes de sortie salle. Alors, c'est quand même très drôle quand on entend parler beaucoup qu'il faut sauver le cinéma, le 7e art et compagnie, et quand on voit que personne ne se jette dessus. Bref, du coup, on va faire une petite pause BO, donc Saint-Maud, The Associate, un morceau de Jesus Lizard. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Saint-Maud, un morceau que l'on entend vite fait, Jesus Lizard. Et donc on va revenir par une petite séance de rattrapage parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler le mois précédent. Donc c'était Old de M. Night Shyamalan qui est revenu encore une fois du fond des abysses pour nous ressortir un élément néristique tarabiscoté. N'est-ce pas, Elias ? Oui, alors c'est un huis clos. C'est adapté d'un roman graphique, Le Château de Sable de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters. L'histoire, c'est une famille qui part en fait c'est une famille qui part en fait en vacances sur une petite île. Sauf que c'est censé être leurs dernières vacances avant que les parents se séparent. Donc ils sont un peu à bout, ils se disputent. Petit problème, ils sont invités à aller sur une partie de l'île, sur une plage isolée, dont ils ne peuvent plus s'échapper en fait. Ils vont passer une journée comme ça, à vieillir, précipitamment. Leurs enfants, qui sont âgés de 6 et 11 ans, vont passer en fait à l'âge adulte, en fait, en quelques heures. C'est un film assez intéressant, je pense. On retrouve au casting, par exemple, Vicky Krieps de Phantom Thread, Gaël Garcia Bernal ou aussi Rufus Sewell, donc on connaît que par Dark City, malheureusement. C'est pas un acteur avec une carrière monstrueuse. Rufus, non, pas trop. Oui. Moi je trouve que c'est un film intéressant. Et il y a des travelling vraiment très beaux avec l'évolution des personnages, les personnages qui explosent, qui partent en crise en fait, qui n'en peuvent plus devant la situation parce que tout le monde devient fou. En fait, le véritable intérêt de ce film, je pense, c'est de voir la vieillesse. La peur de mourir, enfin la peur de vieillir. La peur de vieillir, de tomber malade, de souffrir, c'est vraiment... le mot, c'est vraiment intéressant. Mais la mise en scène est vraiment sympathique aussi. C'est pas... J'ai un petit peu de mal avec le casting qui est que j'ai vu le film en VO et tu sens que c'est pas des anglophones de base. C'est un peu difficile pour les oreilles, j'ai envie de dire. Mais ça reste très... On est encore loin, je pense, de la qualité des premiers films de Shyamalan. Bon, c'est pas Sixième Sens, c'est pas Signe. Est-ce qu'il retrouvera véritablement un jour, on va dire, le succès critique et public d'un Sixième Sens ou d'un Incassable? Je suis pas sûr. Il a eu un soubresaut avec Split et Glass, mais Glass avait déjà eu un aspect un peu plus contrasté en fait avec Split à la longue finalement. Donc je sais pas si Shyamalan il est en train de retomber ou pas dans ces méandres on va dire phénoménesques parce que je repense à Phénomène. Oui, je rigole, mais c'est vrai que je sais pas en fait. Ça me paraît très compliqué en fait. Parce que finalement en fait Shyamalan est tellement mis dans une case très précise. Comme il a l'aspect toujours en fait quand on parle du côté oui en fait il y a un rebondissement final, il y a ci, il y a ça, il y a toujours le fameux twist à la Shyamalan. Je pense que malheureusement en fait il est beaucoup trop embrigadé là-dedans et il s'enfermait là-dedans et c'est vrai que les seuls films où il a tenté de faire autre chose c'était The Secret et After Earth. Disons que c'est pas ses meilleurs non plus. La jeune fille de l'eau, The Last Airbender. Ah oui, Last Airbender, j'ai oublié. Merci de me rappeler, Alias. Non, mais voilà, donc Old, en fait, ça reste un film moyen. Non, c'est un assez bon film, mais je pense que la vraie chose à remarquer, c'est les prestations des acteurs. Je trouve qu'ils sont tous assez bons.
En particulier, les enfants qui sont interprétés par des adultes, parce que forcément, ils n'ont pas eu le temps de maturer mentalement. Et là, c'est assez impressionnant, je trouve, de voir certains acteurs adultes avec une mentalité d'enfant qui ne savent pas réagir devant la brutalité des choses qui leur arrivent. Je l'ai pas vu, mais je crois avoir vu d'ailleurs l'acteur que l'on voit dans... Alex Wolff. Oui, qui joue dans... également Elisa Scanlen. Alex Wolff qui joue dans Hérédité, voilà. Exactement. C'est vraiment un très bon acteur, je trouve. Oui, c'est vraiment quelqu'un à suivre. Je pense qu'il a un bon avenir. Exactement. Pour le coup, on va donc s'attaquer au plus gros du sujet de ce mois-ci, donc le Dune de Denis Villeneuve. Alors oui, enfin, donc le Dune, nouvelle version est arrivée. Du coup, c'est quoi Dune en fait? Donc c'est une adaptation du roman de Frank Herbert, et je crois qu'il y a donc 5 tomes. Je crois qu'il y en a eu même 6 chez nous, parce qu'en fait le premier tome a été coupé en 2. Alors l'histoire c'est quoi? Donc c'est celle de en l'an 10191. Dune relate l'histoire de Paul Atreides, donc voué à connaître un destin hors du commun. Dans un empire galactique à système féodal, une famille est régie de contrôler la planète, le système Arrakis, dont la planète Dune, et donc de fournir la ressource la plus précieuse au monde, l'épice. Voilà pour l'introduction du film. Est-ce que je parle directement du film de Denis Villeneuve en lui-même? Je ne sais pas, mais je dois quand même passer par un truc, c'est que Dune de Frank Herbert, c'est quand même quelque chose, c'est l'un des grands bouquins en fait de science-fiction moderne. C'est l'un des grands livres de science-fiction, c'est l'un des plus grands auteurs. Frank Herbert a été mis sur un piédestal monstrueux grâce à ce bouquin notamment. Et c'est vrai que Dune en fait a eu une influence considérable dans la science-fiction, à la fois dans la littérature, mais également au cinéma. Parce que finalement, vous prenez l'épice, vous mettez la force. Je dis pas que George Lucas a piqué des trucs à Frank Herbert, mais il y a pas mal de choses, notamment pareil sur l'histoire de Paul Atreides, parce que finalement c'est aussi l'ascension et on va dire le passage adulte aussi d'un jeune homme. Donc Luke Skywalker, Paul Atreides, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte dans ce bouquin de Frank Herbert. C'est une immense saga, c'est quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement complexe, parce qu'en plus ça date dans l'an 10191, mais il reparle aussi bien avant sur les histoires qu'a connues l'humanité auparavant, et finalement il se focalise également sur donc l'expérience qu'est Dune. Alors le film de Denis Villeneuve, qu'en est-il? En fait, passer la bonne introduction, en tout cas pour les néophytes, je trouve, en termes d'introduction pour les néophytes, je trouve que Dune a un aspect un peu plus ludique, mais Villeneuve en fait mise vraiment tout sur un visuel totalement épuré. Et quand je dis épuré, c'est pas sans réelle saveur en fait. Je trouve que le film est contemplatif, notamment sur certains plans qui n'atteignent jamais la puissance onirique d'un Malick, par exemple. Il y a un côté très très beau, par exemple sur le côté où on va montrer tous les plans avec Chani, il y a un côté aussi sur le soleil, enfin il y a un travail là-dessus. Alors ça c'est vraiment du Terrence Malick pur et dur, sauf que je trouve que c'est beaucoup moins bien fait, malheureusement. Mais ça manque un peu d'éclairage en fait. Il y a pas que ça. En fait, je comprends ce qu'il veut faire. Il veut montrer un film froid, il veut montrer un film terne d'une certaine chose, parce que la planète aussi est extrêmement dangereuse en fait. En fait, moi je trouve que les rêves, les visions d'Atreides, enfin de Paul, elles manquent d'onirisme. Il manque justement cette beauté. Tu parlais de Terrence Malick. Il y a ce problème d'éclairage de la lumière. Je trouve que c'est un peu trop plat. Oui. D'ailleurs, ça s'appelle Dune, première partie. Désolé, c'est la seule chose que je spoilerai, je pense. Mais en fait, je trouve que d'ailleurs, c'est très intéressant qu'ils mettent déjà en fait première partie dès le premier quart du film. On est prévenu. Et surtout, c'est là où on se rend compte en fait à quoi sert ce film. Seulement, il ne sert qu'appréhender en fait les enjeux des personnages et la destinée de Paul Atreides. Sinon, il va pas tendre par autre chose. C'est vrai qu'en fait c'est une grosse mise en bouche, parce que c'est quand même 2h35 de mise en bouche quoi. Mais ouais, moi je trouve que je suis un peu déçu, parce que j'aurais vraiment aimé. Enfin, j'aurais vraiment plutôt même voulu aimer ce genre de film, aimer en fait une nouvelle version de Dune, parce que je trouve qu'en fait Dune est un rapport exceptionnel sur la science-fiction et la valeur que peut faire un space opéra au cinéma, mais je trouve que la réal est beaucoup trop sobre
Et pour un réal, pour un grand réal comme Denis Villeneuve, je trouve que ça va absolument pas en fait. Si vous aimez vraiment ne constituer vos dialogues que par des chants contre chants, allez le voir. Parce que finalement, c'est quasiment la grande majeure partie du film, disons-le très clairement. C'est un film qui manque de personnalité, je trouve, qui manque de folie. Et j'en reviens finalement à l'excentricité qu'avait Lynch avec son film de 84, qui certes n'est pas bon, qui certes n'est peut-être pas même son meilleur, loin de là même. C'est un film très sale tout de même, la version de Lynch. Oui, voilà, et c'est un film qui avait quand même un attrait particulier, qui avait une personnalité. Oui. Chose que je trouve pas du tout avec le film de Villeneuve. J'arrive pas à retrouver en fait l'essence même de ce que provoquait un réalisateur comme Villeneuve, un réalisateur qui a réussi à faire un film excellent de science-fiction comme Arrival, Premier Contact, un film comme extrêmement tendu comme Prisoners. Il y a quelque chose qui manque très clairement dans ce film, et c'est du contenu. C'est du contenu, on va dire, pas seulement scénaristique, mais c'est du contenu finalement en termes techniques. Je trouve qu'en fait, il a voulu faire quelque chose qui reste à distance. Quand j'ai vu le film en fait arriver sur Arrakis, moi j'ai repensé à Stargate, forcément. Ok. Oui. Les dunes, le sable. Bon, il n'y a pas exactement de pyramide sur Arrakis, mais ça s'en approche un peu. Je veux dire, il y a quand même ce côté. En fait, oui, j'ai repensé à Stargate parce que presque je trouvais Stargate était plus beau en termes pas de décor en eux-mêmes, mais je parle vraiment encore de qualité de l'éclairage en fait. Le film est très sombre par moments et je trouve qu'on peine même à voir certains des personnages, les combats qui se passent en pleine nuit. On voit quasiment rien, c'est juste gris. Oui, notamment par exemple, on peut penser à l'attaque des Harkonnen. Enfin, je trouve qu'en fait, ça manque extrêmement de précision. Je crois que c'est les Sarkosaures. Ah non, c'est les Sardaukar. Alors oui, si on veut revenir en fait les Sardaukar, donc en fait c'est la troupe d'élite en fait de l'empereur. Et d'ailleurs un truc très intéressant, ça je vais quand même donner un point positif, mais c'est un plan qui dure même pas 2 minutes dans le film, et c'est dommageable. Et je trouve que quand même c'est l'une des forces aussi de Dune, c'est montrer tout cet univers, et finalement on va très très vite sur la planète Arrakis, enfin sur le système Arrakis, la planète Dune, et on va très peu sur autre chose en fait. Et dans ce film en fait, pour expliquer pourquoi les Sardaukar donc vont attaquer la planète, vont attaquer les Atreides. Bon voilà, il y a un double enjeu derrière où l'empereur il veut en fait voilà. Et quand on va voir donc le système où sont entraînés les Sardaukar, là il y a un changement radical de ton, parce qu'en plus on vient d'apparaître pour la première fois, on voit apparaître la planète Arrakis, enfin le système Arrakis, on voit la planète Dune. On commence à voir aussi l'un des gros problèmes du film pour moi, c'est la musique de Hans Zimmer, et avec ce côté très c'est des dunes, du sable, on va mettre une musique, une petite clarinette arabisante et une petite musique en voix féminine et tout, et basta. Et ça je trouve que c'est beaucoup trop simple. C'est à peine recherché en fait, je trouve, alors qu'il y a un système beaucoup plus simple et qui est vraiment aux antipodes et qui marche très bien avec les Sardaukar. C'est quand ils présentent donc leur système féodal, leur présentation très militaire, où en plus on les voit arriver. Il y a une espèce de gigantesque tour où on voit donc des espèces de chants guerriers en fait, mais qui avec une voix très robotique, qui en plus on voit donc en arrière-plan des espèces de humains qui sont à l'envers, sacrifiés avec la marque rouge pour lancer les gens à la guerre. Voilà, il y a un vrai rituel, un vrai côté très fort. Mais c'est vraiment de l'arrière-plan. C'est-à-dire, c'est jamais... Il n'y a pas de raison donnée, il n'y a pas d'explication. C'est un peu dommage dans ce film. Il parle énormément de rituels, justement, et sans contexter, en fait. C'est assez dommage. Oui, comme le rituel que subit Paul en arrivant chez les Fremen. Il y a très peu de choses. Alors, on sait très bien que ça va être intéressant pour la suite. On sait très bien que, si on connaît un peu l'histoire de Dune, on sait très bien que ça va donner quelque chose. Tu vas voir un film au cinéma, tu lis pas le livre avant. Mais voilà, c'est l'un des gros problèmes de ce film, en fait. C'est qu'il se repose trop en fait sur l'univers de base. Il a envie de le respecter, ce qui est absolument compréhensible, mais je trouve en fait qu'il n'a donne absolument pas de personnalité à travers le réalisateur, quoi. Et ça, c'est pour ma part extrêmement dommageable, parce que quand on est réalisateur, il y a un principe même, surtout quand on fait de l'adaptation, c'est adapter.
Donc, c'est-à-dire qu'on peut pas retranscrire forcément un bouquin qui va faire 800 pages à peu près pour un film qui va durer. Il ne peut pas durer 800 pages un film. On peut pas faire un truc qui dure 800 pages parce que sinon ça durerait, je sais pas, 5 heures, 6 heures. Donc ça dure 2h35 et je trouve qu'en fait il y a certains personnages qui sont vraiment présentés à la volée complète et ça manque de réelle intention en fait. Voilà. Je sais pas si t'es. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense par exemple au personnage de Duncan Jones qui arrive. Oui. Hop, on sait juste que c'est un soldat et son amitié avec Paul sort de nulle part. Oui, c'est genre il le prend dans ses bras. Le personnage de Kines, c'est un peu la même chose. Bon, on sait que elle est là pour ne prendre le parti de personne. Elle est juste employée par l'empereur. Hop, elle a pas le droit de dire quoi que ce soit. Elle est juste, enfin. Elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit parce que finalement, scénaristiquement, ça pourrait donner trop d'indications. Exactement. Il y a vraiment cette futilité en fait qui pose problème dans ce film, quoi. Bon, en fait, je sais pas s'il y a, on sait pas s'il y a des scènes coupées ou quoi que ce soit, mais il y a cette sensation en fait qu'il manque des bouts, je trouve presque. Il manque des explications, il manque des backstories à chaque personnage. Il y a que la mère qui est un petit peu creusée. Et je sais même pas si ça sauverait le film en fait. C'est ça le problématique parce que la réalisation en fait, pour ma part, elle est beaucoup trop froide en fait. Et c'est une chose qui j'avais déjà reproché d'ailleurs et que j'ai fini par accepter par Denis Villeneuve de ce qu'il a fait avec Blade Runner 2049 qui n'est pour ma part pas un Blade Runner. Et là, il retente finalement quelque chose dans un style encore plus contemplatif en fait. Blade Runner 2049, je trouvais qu'il manquait. Le gros truc qui manquait de ce film, c'était la poésie du film original. Bah oui, totalement. Et dans le film Dune, là, en fait, alors ça me permet de revenir aussi sur pas mal de critiques que j'ai vues, que c'était une réalisation impeccable, que c'était un film qui était aux antipodes des blockbusters actuels, mais je trouve absolument pas. C'est juste parce que c'est propre. C'est lisse. Oui, c'est juste ça, voilà, c'est lisse, c'est propre. Parce que je trouve qu'en fait, on est vraiment dans un blockbuster typique. C'est-à-dire l'histoire en elle-même, elle a un attrait pour faire du blockbuster. Il y a aucun souci là-dessus. C'est pas le problématique. C'est efficace, mais c'est un peu creux. Mais voilà, c'est juste qu'en fait, il n'apportera jamais grand-chose de plus en fait en termes de grand cinéma. Et c'est peut-être ce problème que l'on a peut-être mis trop Denis Villeneuve ou Dune ou les deux sur un piédestal. Oui, voilà. C'est ça, c'est le problème. Mais bon, on verra ça pour la suite. Pour le coup, on va faire une petite pause BO, donc un morceau qui est à peu près convenable, donc Ripples in the Sand, un morceau de Hans Zimmer. Et voilà, c'était un morceau du Hans Zimmer, donc le compositeur de Dune. Faut que j'arrête de faire cet accent pourri. Non, mais ça me perd. Enfin, en tout cas, pour un dernier mot sur Dune, c'est vrai qu'on en reparlait en off. C'est vrai que moi, je trouve qu'en fait, le film mérite quand même c'est une grande fresque Dune. Mérite d'être vu. Mérite d'être vu quand même. On sait que le film, en fait, moi, quand j'ai vu l'affiche, je fais bon, j'espère que l'affiche sera pas comme le film. Finalement, l'affiche est comme le film. Mais il faut voir. Enfin, je sais pas, ça m'énerve j'ai pas envie si je vais en dire du mal, de toute façon je peux pas en dire plus parce que finalement le film m'a laissé totalement sur la fin, le film m'a déçu sur pas mal d'aspects comme je l'ai dit auparavant, mais je trouve que le manque de personnalité évidente du film, j'espère on va dire Villeneuve, est-ce que sors-toi à deux doigts du cul au moins pour la deuxième partie, peut-être que ça ira mieux. Voilà. Bon, pour le coup, allez, c'est l'heure du poète tralala parce que je viens de voir mon plan. Malignante de James Wan, le synopsis. Donc, la vie de Malison est perturbée lorsque le Terrivision vient de la hanter. Quelle est cette créature maléfique qui la poursuit et qui commet des meurtres atroces? Oui, je viens de le dire de façon toute conne, mais en même temps, le film, il est complètement con et c'est absolument génial pour ça. Pourquoi? Parce que Wan, en fait, il a voulu faire un film absolument sérieux et premier degré. Mais quel coup de génie, parce qu'en fait rien ne tient, que ce soit les poncifs interdits par la guide des scénaristes, que ce soit le jeu d'acteur ridicule, que ce soit le dernier acte grandiose qui est vraiment aux portes du what the fuck, aux portes et qui rapporte le film dans un film Z, clairement, qu'il me fait finalement tout de suite penser à un film comme Basket Case. Donc j'ai l'impression qu'il fait penser à N.N. Lauter mais qui aurait été fait dans les années 2000. C'est un film chaos complet, c'est un film fou, c'est un film outrancièrement ridicule et du coup, par là même, je dirais drôle. Mais le plus important, c'est que Wan, en plus, assume ce film à 1000% et sans ça,
Pas de dernier acte over the top, et heureusement il l'a fait, mais dans quel état, n'imaginez même pas. Je spoil rien. Non, en fait, j'espère que ce film deviendra culte avec le temps et qu'il deviendra sur un espèce de piédestal nanardisant qu'il mérite, quoi. Mais c'est vrai que c'est hallucinant quand même, parce qu'on se rend compte que Wan, c'est quand même un réalisateur qui sait faire des films où il y a quand même un certain second degré, un certain côté drôle. Il a quand même fait certains Fast and Furious. Il a fait un film. Saw, non ? Oui, il a fait Saw. Enfin, il est pas second degré, Saw. Non, le premier. Il y a quand même un poil d'humour noir. Il y a un poil d'humour noir, oui. Mais Saw, voilà, donc il a fait Saw, donc il a un côté en plus où il sait très bien jouer sur le dernier acte. Il a fait Death Sentence, qui est pour moi son meilleur film, qui est un très film où en plus avec Kevin Bacon et d'autres acteurs qui sont très classe dedans, où il y a une vraie direction d'acteur. Et en fait, tout ce que je viens de dire, vous l'effacez. Vous faites le mélange, vous l'inversez, et hop, vous avez Malignante. Et T'as oublié Aquaman. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait Aquaman, mais je l'ai pas vu Aquaman. Sérieusement, non. Je l'ai vu 2 fois. Je regrette les 2 fois. Ça va ? Ok, d'accord. Non, c'est vrai que James Wan, en fait, chapeau mec, t'as sabordé ta carrière de façon belle et absolument maligne. J'espère que tu vas faire un Malignant 2 pour la suite. En tout cas, on va donc terminer par notre dernière critique avec Candyman, donc le film de Nia DaCosta, donc qui revient finalement sur la légende de Candyman qui avait été déjà instaurée par Bernard Rose en 92 et qui est donc en plus une adaptation d'un bouquin de Clive Barker. Voilà. Alors, dans le livre de Clive Barker, en français, il s'appelait Le Marchand de bonbons. Ça me fait un petit peu rire. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé à quoi ressemblait la tenue de Candyman à l'origine. Parce que dans les films, il porte un long manteau en cuir avec de la fourrure, et il a son crochet, tout ça. Mais à l'origine, il porte un costume d'arlequin. Et ce n'est pas un homme noir, c'est un homme jaune. Donc au teint jaune, en fait, avec des joues rouges, comme un clown, en fait. Oui. Ça m'a fait pas mal rire d'apprendre ça. Et donc, dans la nouvelle d'origine, donc c'est le film de base, celui de Bernard Rose, reprend exactement la nouvelle. Bon, il y a des petites différences. Et ce film, du coup, de Nia DaCosta, du coup, qui est produit par Jordan Peele, qui nous a réalisé Get Out et Us. Comment dire ? En fait, c'est pas un remake du film de Bernard Rose, c'est une suite. C'est vraiment dans la continuité, c'est une suite directe, en fait. On reprend pas les mêmes personnages, j'ai envie de dire. Parce qu'il reparle du personnage de Helen, qui est campé par Virginia Madsen dans le premier. On a le droit à des explications du premier film avec des ombres... c'est en mode marionnette, en fait. Oui, c'est Emmanuel Cinema qui les a fait. C'est très beau, je trouve. Toute l'esthétique du film est assez propre. Tout ce qui est en rapport à l'art, j'ai un peu du mal avec les films qui parlent d'art contemporain en général. Je trouve que c'est extrêmement prétentieux. Mais là, je trouve que comme Velvet Buzzsaw, on a encore... je sais pas si tu as vu Velvet Buzzsaw, avec Jake Gyllenhaal, ça se passe encore dans le monde de l'art. T'as cette idée presque encore de boogeyman, justement. On ne sait pas d'où le mal vient, mais ça nous frappe... C'est quelque chose d'assez intéressant. Dans le livre et dans le premier film, il y a pas mal de références. Il y a une grosse référence à Hamlet avec Sweets for the Sweets, donc des douceurs pour les doux. C'est pas. J'ai apprécié le gros de cette suite, mais j'ai été extrêmement déçue par la fin qui ne correspond pas en fait au reste du film. Oui, on a l'impression qu'en fait la fin. Il y a un espèce de revirement de situation, presque un virage en 180 degrés sur tout ce qu'essayait d'instaurer la réalisatrice au début. Finalement, on a l'impression qu'en fait tout repart. Ouais, voilà. C'est extrêmement broyé. On a le personnage principal, Anthony McCoy, c'est un artiste du coup qui vit à Chicago. Il vient de s'installer dans un nouveau quartier avec sa petite amie. Elle est directrice d'exposition. Qui reprend en plus l'ancien quartier que l'on voyait dans le premier Candyman, dans le Calibri, qui est devenu un quartier huppé en fait. C'est pas exactement le même endroit, mais ils sont juste à côté en fait, je crois. Oui, voilà. Mais même dans le premier film, en fait, ils sont c'est la même idée. Ils sont pas loin de Cabrini Green. Bon, dans le premier Cabrini, film, pardon. Oui, à l'origine dans le livre, c'est pas l'histoire d'une population afro-américaine. C'est vraiment c'est une lutte des classes. On retrouve le même schéma ici. Bon, forcément. Ça a juste été transposé du coup sur
sur une thématique du racisme, encore, Mm. de gentrification. Mais ici, on parle également de troubles mentaux. C'est assez intéressant. C'est en petites touches, histoire de creuser en fait le personnage joué par... J'ai plus son nom. Lequel d'acteur? Le personnage joué par Teyona Paris, qui joue donc la petite amie. Ah d'accord. En fait, on suit le personnage principal, donc Anthony, joué par Yahya Abdul-Mateen II, qui sombre en fait dans une forme de folie, parce qu'il commence à croire à l'histoire de Candyman, et en fait on se rend compte qu'il a toujours appartenu à ce monde, à Cabrini Green. C'est un homme noir qui souffre du racisme, et que ce soit dans le milieu de l'art, il se sent écrasé par les critiques blanches qui ne comprennent pas son art. Sa petite amie qui semble plus le comprendre également, alors que il reprend en fait, il retrouve un sens de création en fait. Mais en fait, plonger dans la folie de Candyman lui permet de redonner son sens de création, voilà. Et forcément, ça va le plonger vers un chemin de non-retour en fait, tout simplement, c'est ça. Exactement. Voilà. Quoi d'autre? Alors, le premier film, il parlait notamment des difficultés d'intégration de la minorité afro-américaine. Là, on retrouve un petit peu ça, forcément, avec la gentrification. Cabrini Green avait été les tours de Cabrini Green avaient été détruites en 95. Donc, forcément, ils ne pouvaient pas retourner dans les mêmes locaux. Oui, forcément, oui. Mais ça sert vraiment à ça. Parce qu'on voit qu'en fait, Anthony et sa petite amie, ils ne sont pas dans la dèche. Ils ont un très bel appartement. Oui, non, c'est vraiment que des personnages aisés. Exactement. Et que dire aussi de tous les personnages environnants qui sont... Alors ça, c'est vraiment l'une de mes grosses critiques, c'est que je trouve que l'écriture en fait de tous les personnages secondaires sont vraiment... C'est extrêmement pauvre. Ouais, pauvre. Ils n'ont aucune personnalité, ils sont juste là pour de l'argent. Oui, non, c'est pauvre, et c'est surtout en plus de la caricature, mais absolument abjecte en fait. Oui, c'est pour ça que je te dis que j'aime pas ça. J'aime pas je pense notamment au frangin de la sœur qui possède donc cette... C'est un cliché. C'est un cliché absolument, mais insupportable du gay. Enfin, c'est horrible à voir, quoi. Non, surtout que Nathan Stewart Jarrett n'est jamais comme ça dans le moindre... Enfin, j'ai vu des films, des séries avec lui, il est jamais comme ça. Du coup, on lui a vraiment demandé de faire la théière, quoi. Voilà, quoi. Enfin, après, c'est un acteur, mais c'est vrai qu'on lui a vraiment... Ouais, voilà, c'est ça le problème, quoi. C'est un peu dommage. Je veux dire, un gay n'est pas résumé à ça, tout de même. Non, et puis surtout, le gros... Enfin, c'est pas un souci, mais... Dans le cinéma de genre, en fait, il y a toujours une place prépondérante au message, surtout le questionnement, en fait, politique et sociétal. Et ici, je trouve qu'en fait, le message, il est envahi par un surplus de narration. C'est hyper appuyé, comme s'il fallait en fait guider le spectateur dans ses moindres questionnements et dans les moindres forcément messages que porte le film. Et je trouve qu'en fait, alors que c'est produit par Jordan Peele, je trouve qu'en fait j'ai retrouvé l'impression le même problème qu'il avait dans Us en fait. C'est-à-dire qu'il veut tout le temps guider le spectateur à un moment donné. Et je trouve qu'en fait c'est dommageable parce qu'en fait il aurait simplement en fait continué tout simplement par exemple le personnage du celui qui s'occupe du lavomatique. Colman Domingo. Voilà, qui va donc tout le temps relier la légende de Candyman avec le personnage. Il fait pratiquement la narration du film. Et voilà, il fait quasiment toute la narration du film. Et je trouve qu'en fait, il explique beaucoup trop, en fait. Et en fait... Il n'y a pas de doute, en fait, à avoir. Et du coup, quand on arrive à la fin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que finalement, il vient là en fait pour continuer cette légende en fait et d'expliquer que la légende de Robitaille, il y a eu d'autres légendes par la suite. Et après, il essaye de recoller ça avec le message politique du film. Et je trouve que c'est extrêmement dommageable. C'est l'une des plus grosses erreurs de Candyman. Quand on arrive à la fin, moi je croyais que j'étais aux 2/3 du film. Je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe? En 2 secondes, c'était fini. Et c'est amené d'un coup comme ça. T'as un antagoniste qui débarque, qui n'avait pas lieu d'être. Et il n'a absolument pas lieu d'être. Il n'y a aucune explication. Et tu demandes, mais non, il n'y a pas de retournement à avoir parce qu'il n'y avait aucun doute. Ça n'est pas amené correctement. La fin est malmenée. Oui, je trouve ça vraiment dommageable. Et je trouve qu'en fait, le message qu'aurait pu porter le film aurait pu être
beaucoup plus fin et beaucoup plus direct d'une autre manière, et j'ai l'impression qu'à la fin il fallait qu'il marque Black Lives Matter sur un écriteau à la fin, alors qu'on le sait très bien en fait ce que parle le film, et je trouve qu'en fait d'une certaine manière c'était beaucoup trop en fait à ce moment-là, quoi. Le film parle bien de brutalité policière, mais c'est dans les flashbacks, on n'a pas cet aspect j'ai envie de dire moderne du problème, et du coup quand ça arrive à la fin tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe, ça n'a aucun sens, c'est pas venu en fait. Oui, c'est absolument c'est un coup de poing sur le film pour écraser tout ce qui a été préparé avant, et ça ne sert à rien en fait. Ouais, ça fait presque comme si c'était un film militant pour les militants, et c'est dommageable parce que je trouve qu'en fait le message politique il est normal, enfin il a lieu d'être, comme n'importe quel film qui a un message politique et sociétal là-dessus, surtout dans le cinéma de genre. C'est là où on peut facilement aussi relier l'horreur et l'horreur psychologique que peut relier ce que l'on peut retrouver dans la vraie vie. Mais là en fait, je trouve qu'en fait la fin elle est beaucoup trop grosse en fait. C'est trop gros pour être amené de cette manière-là, quoi. Oui, il y a un truc qui me fait rire, c'est que dans le film, t'as la critique qui, du coup, se moque des œuvres d'Anthony en lui disant que c'est du déjà-vu, et j'ai l'impression que la fin est presque pareille. C'est du déjà-vu. Voilà. C'est ça le problème. Alors bon, ça c'est l'un des gros soucis. Et je sais pas si tu veux en parler quelque chose d'autre sur ce film ou. Moi, je trouve que l'esthétique, le travail des présentations des morts, même si c'est censé être, c'est fait pour être montré aux moins de 12 ans, donc c'est on a plus ce côté romantique et gothique du premier film. C'est assez dommage. Bon, les ombres chinoises étaient belles parce qu'il y a encore, en vrai, Nia DaCosta et Jordan Peele, ils ont expliqué que en fait, ils pouvaient pas faire de scène flashback, parce que la qualité vidéo du premier film n'est pas là. Oui, le film n'a jamais été restauré numériquement, et je pense qu'il le sera jamais. Il y a eu un remaster, mais oui, c'est une pense catastrophe. Que le remaster est une catastrophe. Je pense qu'il sera jamais même restauré en 4K parce qu'il faut voir la gueule des bobines aussi et la gueule des rushs. Donc oui, forcément, c'est problématique quand on peut pas retravailler au numérique, quand on fait maintenant du cinéma à l'heure actuelle, en 2021. Mais je pense qu'en fait, c'était une bonne tournure de l'avoir fait comme ça. On parlait d'adaptation. L'idée de réadapter via les ombres chinoises, c'était une chose intelligente. Je trouvais que c'était assez poétique en fait de ramener l'histoire de Hélène et de Candyman de cette manière. C'est très joli. Il n'y a pas grand-chose de plus joli que ça dans le film, honnêtement. Non, honnêtement, en fait, c'est ça le problème. Et tu reparlais que le film était vraiment vu pour l'interdit moins de 12 ans. Et j'ai l'impression que c'était aussi un peu ça aussi dans le Dune, malheureusement. Je parlais des serres de cœur, c'est pour ça qu'on les voit en arrière-plan, on les voit pas devant en premier plan. J'y pense d'ailleurs. Il y a une scène avec des ados qui se font découper. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et ça, je sens que ça, c'était purement gratuit. Et à mon avis, c'est exactement fait pour le public de moins de 12 ans qui va voir ce film. Moins de 12 ans ou pré-ados, tout ça, qui vont voir le film pour se sentir concernés. Et ça, pour moi, ça fonctionne pas parce qu'en plus, c'est un groupe d'adolescentes blanches. J'avais complètement zappé. Et ça correspond pas du tout aux victimes de Candyman. Ouais. J'avais complètement zappé cette scène. Pas pour moi. Oui, non, c'est vrai que ça fonctionne pas. Et ça montre la dérive de ce film, malheureusement, quoi. Pour le coup, on va s'arrêter là-dessus. C'est vrai que là, pour ce mois-ci, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de le voir sur Canal+, allez voir Saint-Maud. C'est un film excellent. Il aurait mérité une sortie en salle, je le prévient directement. Dune, voir quand même. Ouais, je pense qu'il reste à voir. Faites-vous un avis. C'est un beau film quand même. Faites-vous un avis. Malheureusement, ça n'apportera pas grand-chose. Ça fait chier de le dire. Je le dis moi-même. Faut le voir complété peut-être. Est-ce que j'irai voir la suite ? Je pense que bien évidemment oui, mais malheureusement j'irai avec la marche arrière. Et pour le coup, si vous avez l'occasion de boire des bières et de retrouver des potes, mettez Malignante. Je ne peux que vous le conseiller. Pour le coup, on s'arrête là-dessus avec un morceau de Candyman. Merci Elias, merci Cyril à la régie et à la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org